Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Bon, malheureusement, pas de quoi et pas matière à faire un live pendant 45 minutes, 1 quart. Il se passe strictement rien sur ce marché, hormis quelques petites news très croustillantes, notamment du côté de Michael Saylor, qui poursuit son phénomène de martingale. On en avait déjà parlé lors d'un live il y a plusieurs mois en arrière. Là, c'est pas quelques centaines de millions, hein, c'est plutôt 2 milliards de dollars qu'on parle actuellement et un document qui a été déposé auprès de la Security of Exchange aux États-Unis. On va parler de la disc cross bottom. Moi, j'aime bien la regarder. J'utilise pas mal ce cross de moyenne mobile EMA 200, EMA 50 en daily. Sinon, ce n'est pas une disc cross ou une golden cross. Il faut bien rester en daily. Hein. Les autres time frames ne comptent pas. Ce sont juste des crosses de moyenne mobile. On va parler également de Bybit qui quitte la France et maintenant c'est officiel. Et on va parler de tout ça dans cette vidéo. On commence. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur les crypto-monnaies ou les marchés plus traditionnels. Moi, je l'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme, voire très long terme. On est plutôt investisseur chez les rois. Si vous voulez aller beaucoup plus loin dans vos investissements, dans votre psychologie et dans votre trading, que ce soit très court terme. On a d'ailleurs fait une vidéo avec les académiciens cette semaine sur du scalping. Vous avez l'académie qui est ouverte. Donc vous avez tous les liens dans la description. On est 80 aujourd'hui à regarder les replays. Quelques membres qui sont en live tous les lundis, les mardis et les jeudis à midi jusqu'à 13h, 13h30 à peu près sur le Discord des rois du marché. Vous pouvez nous rejoindre, n'hésitez pas. Bon, on va parler de Bitcoin, mais juste avant, la news du jour, hein, c'est clairement Bybit qui décide de quitter la France et qui ferme littéralement les comptes français, francophones, directement liés à quoi? Au KYC. Donc, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, si vous vous êtes enregistré sur la plateforme Bybit, apparemment avec un KYC francophone, il semblerait que nous soyons impactés. Donc je pense qu'il y aura des dérogations pour les expatriés, mais il semblerait que tous les francophones qui ont fait un KYC avec une carte d'identité ou un passeport francophone soient impactés. Donc est-ce que nos fonds sont en danger? Absolument pas. Il faut comprendre qu'à partir du 2 août, donc dès aujourd'hui, on aura des restrictions par rapport à notre trading, notamment sur les contrats à terme, etc. Donc que close only, donc on ne peut que fermer les positions. À partir du 13 août, toutes les positions seront tout simplement liquidées, en perte ou en gain bien évidemment. Les cartes Bybit seront suspendues et seuls les retraits seront autorisés à partir du 13 août. Oui, il existe des alternatives. Et ces alternatives sont de plus en plus restrictives ou en tout cas limitées sur le sol francophone et pour les francophones. Parce qu'on peut parler du sol français, mais pour les francophones qui donc utilisent des KYC francophone. Moi, j'avais travaillé avec Bybit, ça avait super bien fonctionné, c'était en 2021. Malheureusement, ils ont quitté la France, puis l'Allemagne, puis la Belgique, avant, et sans pour autant fermer nos comptes, mais là, c'est maintenant officiel. L'idée, c'était une question ici de conformité. Et je vais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent. Est-ce qu'aujourd'hui, les prestataires qui sont actuellement PSAN sont conformes? Est-ce qu'ils ont une licence d'exploitation sur le sol sur le sol français à destination des francophones? En fait, la réponse est non. Il n'y a qu'une seule façon d'avoir ce qu'on appelle une licence d'exploitation ou de se conformer pleinement à la législation, c'est d'obtenir un agrément PSAN. Et actuellement, le seul qui détient un agrément PSAN, c'est Société Générale. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils en font? On n'en sait rien, mais ils l'ont. Donc techniquement, ça veut dire que c'est possible. Ils ont juste le bras probablement beaucoup plus long que beaucoup de prestataires crypto. Et vous pouvez tous les citer actuellement qui sont même enregistrés PSAN. L'enregistrement PSAN n'offre pas une licence d'exploitation viable et légale ou une conformité sur le sol français. C'est faux. C'est juste en fait une passerelle, si vous voulez, pour pouvoir créer un lien fiscal de transparence avec tous nos échanges, toutes nos transactions qui peuvent être demandées de façon arbitraire par l'AMF français pour savoir si oui ou non on n'a pas fait des entourloupes, tout simplement. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Si je parle de BitGet, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont dans une démarche en fait de conformité, puisqu'ils ont déjà en fait des agréments, notamment en Lituanie et notamment en Pologne, donc c'est sur le sol européen et c'est en Europe. Donc est-ce qu'ils vont poursuivre en fait leurs efforts pour continuer à tenter d'essayer de pénétrer le marché français dans sa globalité, allemand, espagnol, etc. On peut partir du oui, puisque sinon, ils n'ont tout simplement pas mis en place des agréments ou en tout cas des conformités dans ces pays-là, tout simplement. Donc je reste optimiste. Maintenant, du côté des contrats futurs, contrats margin, contrats perpétuels, options, etc., si vous n'y êtes pas confronté, si vous n'êtes pas concerné, donc en somme, si vous n'êtes pas trader, inutile en fait d'aller sur ce type de plateforme qui propose ces dérivatifs et qui sont aujourd'hui non conformes. Et pire encore,
Nombsan. Mais c'est malheureusement le fardeau de ces échangeurs-là, qui sont extrêmement rentables, qui font partie des plus grosses plateformes mondiales, mais malheureusement, actuellement, si on peut en parler comme ça, ne sont tout simplement pas admises sur le sol français. On peut encore s'y inscrire, et encore une fois, un petit peu comme Bybit, c'était mieux de le faire avant qu'après, lorsqu'on soit tout simplement effacé ou condamné. Donc si on utilise ce type de trading-là, bien évidemment, c'est important de continuer à pouvoir le faire dans des meilleures conditions. Maintenant, si vous n'êtes pas concerné, vous avez Swissborg, vous avez Binance, vous avez DYDX également, qui est aujourd'hui un échangeur complètement décentralisé qu'on utilise aujourd'hui. J'ai tenté d'ailleurs de vous ouvrir. Et à ce moment-là, il n'y a aucune réglementation, il n'y a aucune conformité ou une licence d'exploitation sur des échangeurs dits tout décentralisés. Moi, je l'utilise depuis plusieurs semaines maintenant. On a même un trade en cours sur Ethereum. On avait fait une vidéo notamment avec Artem. Actuellement, ils sont complètement sous les radars. Donc ça peut être une alternative complètement crédible, à l'instar de Bitget, pour pouvoir continuer à exercer notre trading dans de très bonnes conditions, tout simplement. Voilà, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Vous avez également les liens dans la description. Je vous les mets tous. Ça vous donne en fait tout simplement une idée de redistribution de valeur, puisque je redistribue une très grande partie de la valeur et de la richesse qu'on utilise dans ces liens d'affiliation à l'ensemble de la communauté. En parlant de bonnes nouvelles également, je l'ai vu passer mais je vous en parle, vous avez le Stax qui est enfin revenu sur Ledger. Donc date d'expédition estimée fin septembre, donc il y a un très fort engouement. Et côté Ledger Flex, donc c'est un petit nouveau, vous avez pas mal de vidéos actuellement qui tournent sur le journal du coin, des choses comme ça, ou Cryptost par rapport à la Ledger Flex. Donc est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile? Bon, franchement, c'est très gadget en réalité cet écran. Vous n'avez rien de plus technologiquement parlant en termes de sécurité, de cryptographie embarquée qu'une Nano S ou une Nano X si vous voulez. Donc c'est juste plus cher parce que y a l'écran, et l'écran c'est pas l'écran de votre téléphone. Donc souvent on va penser que c'est exactement la même chose que notre iPod de l'époque parce que le designer en fait qui avait décidé l'iPod notamment, mais c'est pas du tout le même écran glace. C'est un écran e-ink qui est en fait qu'on retrouve facilement sur les liseuses par exemple. Si vous avez des keynotes, des choses comme ça, des petites liseuses avec, en fait ça consomme très peu d'énergie en réalité, et c'est clairement ce qui est utilisé aujourd'hui. Donc faites attention si vous vous attendez à avoir l'iPod de l'époque avec un magnifique écran ultra tactile, 3 touches, etc. Non, ne soyez pas déçus par rapport à ça. C'est un écran de liseuse, mais ça reste de très bonne facture et ça reste très, très, très premium, bien évidemment, ce type de choses. Donc si ça vous intéresse, c'est revenu. Vous pouvez éventuellement les utiliser et on bosse ensemble avec Ledger et ça fonctionne très bien. On avait d'ailleurs fait des vidéos dédiées là-dessus, comment envoyer des cryptos, etc. Vous l'avez dans l'onglet pédagogie des rois sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. Bon, on va parler de cette Discross parce qu'elle nous intéresse pas mal, cette Discross. Elle va finir par arriver, donc moyenne mobile 200, moyenne mobile 50, donc c'est la moyenne des 200 dernières bougies et 50 dernières bougies. Ça va finir par crosser d'ici quelques jours. Voilà, tout simplement, puisque la moyenne mobile 200 est ascendante et la moyenne mobile 50 est descendante ici. Donc à chaque fois qu'il y avait une Discross, ça je vous spoil, ici on avait le point bas du flux en réalité, donc ça nous donne un point bas de flux. Ici, vous voyez, juste là, on avait le point bas du flux. Donc après, on a cassé, mais techniquement, c'était un rebond magnifiquement haussier. Ici, exactement la même chose. Juste là, on avait le point bas du flux. Vous vous rappelez? Donc après, on a fait un nouveau plus bas, mais techniquement, on avait un point bas et c'était la trade. Après, derrière, la direction nous a été donnée. On est parti chercher les 0,800, les 0,618 du précédent mouvement. Ici, exactement la même chose. Vous aviez eu un bottom éphémère par rapport au bear market, mais vous avez exactement la même représentation. Tout pareil ici. Ici, vous aviez un point bas. Alors, vous aviez un point très bas, puis un point bas par rapport à cette discross. Donc, dans les flux haussiers, ça fonctionne plutôt pas mal. Dès lors, à chaque fois qu'on avait observé une discross, c'était plutôt haussier. Donc, sur du court terme, en vue, en fait, tout simplement d'observer une forme de dégradation, notamment dans les bear market, et plutôt une augmentation dans les bull market. Ici, exactement la même chose. C'était très chirurgical dans les flux haussiers, dans les bull market. Ici, discross, c'est clairement le point bas avant d'aller faire un nouveau sommet, tout simplement. Donc moi, je l'utilise de façon mécanique, si vous voulez. Donc c'est un billet supplémentaire, mais plutôt positif par rapport à cette discross. Et bien évidemment, ce n'est pas une obligation. Si jamais on refait un nouveau plus haut et on se retrouve à 73 000 $ dans 4 jours, il n'y aura pas de discross. Et très probablement qu'on va l'éviter. Donc si on commence à l'observer, ça peut être super pertinent éventuellement, tout simplement de le constater. Côté order flow, j'ai bien aimé du côté des top traders là, qui se remettent en long assez fortement. Donc il n'y a pas eu grand mouvement au niveau des open interest, donc ça reste relativement plat, mais il semblerait que les top traders pensent plutôt que c'est le long qui va éventuellement gagner, en tout cas sur du très très court terme.
Donc c'est quelques jours, peut-être quelques heures, peut-être quelques jours. Il y a beaucoup de liquidités toujours qui se trouvent plutôt au nord plutôt qu'au sud. Donc je reste bullish sur des petites time frames. Donc je pense qu'on va d'abord aller chercher au nord plutôt qu'au sud pour aller faire de nouveaux plus bas. Même si ce n'est pas garanti qu'on fasse de nouveaux plus bas, mais ce serait quand même sain pour le marché et bon pour le marché d'aller récupérer toute la liquidité qui s'y trouve en vue de démarrer et de nettoyer complètement le train, en tout cas décharger le train pour les prochains mois et pour les prochains trimestres. On va plutôt le parler comme ça. Très important, 14h30, vous aurez le chômage. Ici, c'est extrêmement important. Je vais vous donner une fractale d'ailleurs par rapport à ce taux de chômage. Si vous regardez vis-à-vis du pivot de la Fed, parce qu'on en a parlé tout au long de la semaine, c'est sûr à 100% qu'il y aura, à l'heure où je vous parle, un pivot de la Fed pour le 18 septembre. Bon. À chaque fois qu'il y a eu ce pivot de la Fed, vous reprenez en fait les fractales et on tente de reprendre en fait ces fractales. Vous aviez une augmentation du chômage qui avait poussé les économies en récession. Donc ça peut être un déclencheur. Et c'est pour ça que je dis souvent, généralement, quand vous avez consommé toutes les mauvaises nouvelles, généralement lorsque vous arrivez au terminal rate, au niveau du pivot de la Fed, donc ça veut dire le point le plus bas et qui sera tenu, vous avez en fait le point bas de marché, ou en tout cas une très bonne localisation pour pouvoir tout simplement investir sur les marchés, notamment les marchés indiciels. À chaque fois que nous avions un pivot, ici 2019, explosion du chômage, ici 2008, 2007, 2008, explosion du chômage, ici 2001, pivot de la Fed, explosion du chômage, ici dans les années 80, pivot de la Fed, explosion du chômage, à chaque fois, explosion du chômage. Et il faut comprendre que les prérogatives des banquiers centraux, c'est deux choses. Un, la stabilité des prix. Deux, le plein emploi. Allez pas le chercher beaucoup plus loin. Donc ce sera beaucoup plus agressif, donc très probablement anticipé par le marché. De la volatilité, pas forcément des corrections sévères, pas forcément des black swan, des cracks ou des sans précédent. On ne fera de toute manière que malheureusement le subir, en plus de le constater. Mais généralement, ce qu'on veut vraiment pas voir, c'est une augmentation du chômage qui pourrait en fait désorienter ou créer de l'incertitude sur les marchés, ce qui n'est pas forcément très positif. En parlant d'incertitude, on regarde également, nous, des rotations de marché. C'est pas parce que rien ne va plus qu'on ne peut pas avoir de bull run. Ce n'est pas corrélé dans ce sens-là. En revanche, ce que j'observe moi depuis quelques jours maintenant, peut-être semaines maintenant, c'est qu'on avait créé un indice au niveau du S&P 500, mais hors GAFAM. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet indice qu'on avait créé, je vais essayer de le retrouver. Voilà, il est juste là, le S&P 500, mais sans Meta, sans Amazon, sans Apple, sans Microsoft, sans Nvidia, sans Tesla, etc. Et on voit qu'il y a une forte remontée. C'est assez fou de l'observer. Ça veut dire qu'il y a une forme de flux de capitaux qui s'échappent doucement mais sûrement des grosses capitalisations, donc là où les profits sont en train de se prendre, et d'ailleurs on est peut-être en train de visiter un UTAD actuellement et de créer un UTAD du côté de Apple, peut-être des points hauts et des points historiques qui seront peut-être jamais plus dépassés, donc peut-être qu'on est sur un top générationnel de Apple, on ne fera que le constater dans des réintégrations de range, et à ce moment-là on pourra partir du principe que c'est clairement une résistance qu'on aura vraiment du mal avant peut-être des mois, des trimestres, voire des semestres, et pourquoi pas des années avant de le redépasser. Mais je trouve ça très intéressant du côté du S&P 500 de voir ces afflux de capitaux pour tout simplement contrer l'inflation, puisque aujourd'hui on le dit très souvent, mais l'inflation est un problème de pauvres et la déflation un problème de riches, pour la simple et bonne raison que si votre monnaie se dévalue, vous avez les actifs pour pouvoir en fait contenir cette dévaluation chronique de nos monnaies fiduciaires. Donc je vois en fait une magnifique envolée au niveau de ces indices-là, donc hors GAFAM ou hors des 7 magiques, et j'attends tout simplement cette rotation de capitaux vers les cryptoactifs pour accompagner l'adoption. Actuellement, je ne les vois pas. Donc c'est pour ça que je vous dis très très souvent, généralement lorsqu'on voit une forme de latéralisation ou de dégradation au niveau des indices, et que vous voyez, vous, vos cryptoactifs préférés, Total Market, commencer en fait à casser des résistances, et ben c'est que c'est parti. Voilà, donc ça veut dire que les capitaux vont rotationner, et ça on le verra très très bien du côté des capitalisations vis-à-vis des stablecoins. Vous les avez notamment ici, je vais vous les montrer. Par exemple, à 52 milliards, donc ça baisse un petit peu, vous voyez ici, donc pour l'instant, on attend avec grande impatience finalement ces afflux massifs de capitaux, mais actuellement, malheureusement, ils ne viennent pas. D'ailleurs, magnifique Golden Cross ici, généralement, vous avez des points bas ou des points hauts sur les Golden Cross là-dessus. Ouais, petite dégradation. Ici, point haut, petite dégradation. Bon, on est quand même dans le flux, faites attention à ça. Golden Cross, donc logiquement, c'est haussier quand on voit une Golden Cross, c'est plutôt baissier quand on voit une Discross. Golden Cross complètement validé il y a quelques jours, notamment sur la capitalisation, et ça fonctionne très très bien sur la market capitalisation des stablecoins. Donc nous avons des niveaux clés un peu plus hauts, et si on arrive à 10%, ça fera très très mal pour nos cryptos, et notamment Bitcoin. Mais je reste assez convaincu que si Bitcoin baisse fortement, nos cryptoactifs ne vont pas doubler ou tripler la baisse. Ça veut dire que si Bitcoin baisse de 20% ou de 15%, ce qui est complètement possible, nos cryptoactifs vont baisser de 50 ou 70%. Donc voilà. Et c'est en fait ce petit moment de bascule
qu'on observe, généralement qu'on constate pour dire ok, il y a cette rotation au niveau des capitaux au sein même du marché. Ça veut dire que Bitcoin va être de plus en plus délaissé parce que beaucoup en lumière actuellement au bénéfice de nos cryptoactifs tout simplement. Bon, pas plus de choses à dire, juste allez, un petit clin d'œil, toujours sympa, toujours des inflows du côté de Bitcoin et des inflows du côté d'Ethereum. Donc c'est plutôt positif de l'observer. Merci BlackRock, avec 26 millions de dollars de inflow du côté des ETF. On était parti à peu près sur 10 à 15 jours pour voir une forme de latéralisation, une forme d'assouplissement, de diminution au niveau des outflows, notamment du côté de Grayscale, et on l'observe. Hein. Donc 400 millions, 300 millions, 300 millions, 300 millions, 200 millions, 100 millions, 100 millions, 78 millions. Donc bon, ma foi, on attend tout simplement que l'hémorragie finisse pour pouvoir en fait repartir de plus belle et peut-être à l'image, si vous voulez, de Bitcoin. On continue avec cette news-là, que je trouvais extrêmement sympa. Donc Michael Saylor qui continue sa martingale. Est-ce que c'est vraiment super bullish? Je vous le traduis, hein, le MicroStrategy Michael Saylor a dépôt le document et à remettre de nouveaux fonds propres pour lever 2 milliards de dollars pour acheter plus de Bitcoin. Bon, je vous laisse reprendre en fait les vidéos qu'on avait faites déjà dans le passé par rapport en fait à des augmentations de capitaux convertibles en actions pour des obligations, de lever de l'argent et le transformer en Bitcoin. En somme, vous avez en plus de passer par MicroStrategy la possibilité d'avoir le premium de MicroStrategy. Donc c'est plutôt rentable avec des garanties relativement fortes. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça peut durer indéfiniment et si on retourne en bear market, croyez-le ou non, mais ça va être difficile pour MicroStrategy de lever la tête. Mais actuellement, c'est clairement pas ce qu'on joue. En tout cas, lui, c'est clairement pas ceux qui jouent et il augmente surtout le risque. Hein. Augmenter les fonds, c'est augmenter le risque. C'est pas son argent, soit dit en passant, c'est l'argent des investisseurs. Mais vous avez un premium. C'est pour ça que c'est plutôt tentant de passer par MicroStrategy actuellement. Et en parlant de licence d'exploitation, de conformité, le fait de passer par une action qui est actuellement listée à Wall Street, c'est beaucoup plus facile que de passer par du Bitcoin directement et de tenir sa clé. Oui, il y a les ETF, mais les ETF ne proposent pas ce premium. MicroStrategy propose un premium. Reprenez des vidéos. D'ailleurs, je crois que c'est Cryptost qui avait fait une vidéo assez détaillée là-dessus il y a plusieurs mois en arrière. J'essaierai de vous la remettre dans les commentaires, comme ça vous pourrez éventuellement la suivre si vous le souhaitez. Pas plus de choses à dire. Hein, pour ma part, vous voyez qu'on n'aurait pas réellement réussi à tenir un live pendant 2 heures. Techniquement, on attend toujours cette magnifique rotation également du côté du all season. Actuellement, on ne l'a pas, hein, on ne l'observe pas, plutôt une forme de dégradation. Si on repart en annualisé, on a plutôt une dégradation côté altcoin. On le voit, on est un petit peu dans les chaussettes. Mais c'est pas grave, on a le temps, on le dit très souvent, on a le temps chez les rois, et on devrait avoir ces décalages de prix à partir de la fin de l'année 2024, donc octobre, novembre, décembre, et d'avoir l'enclenchement pour le all season jusqu'à l'été 2025. On a le temps, je vous laisse là-dessus, et on se retrouve lundi dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.